Alors, bonjour tout le monde. Dominique, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Super. Alors, je pense qu'on est parti depuis déjà quelques minutes. On laissait le temps aux gens de rentrer dans le webinaire. C'est drôle, j'ai comme pas le même type. Je m'excuse à l'avance. Moi, c'est pas mon. C'est comme le deuxième webinaire que je fais en vrai. Je pense qu'on est bien live, on est bien parti. On a une soixantaine de personnes là, qui sont connectées. Donc, on va commencer ça tranquillement, si tu veux bien, Dominique. Alors, encore une fois, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée de la semaine scientifique. Alors, je suis toujours accompagné aujourd'hui de ma collègue Alexandra Derry qui va s'occuper de la période de questions, donc qui est biologiste là, à la FQSA. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Olivier Fortin, donc je suis coordonnateur gestion de rivière. Bonjour Alex. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dominique Lapointe du ministère Forêt-Faune-Parc qui va nous faire une petite présentation sur les interactions entre le pareillis et le saumon. Alors, Dominique, je vais te donner le contrôle, ça sera pas bien long, et puis tu pourras démarrer ta présentation. Et voilà, tu as le contrôle. D'accord. Donc, je vais activer le partage d'écran. Puis, Pierre-Olivier, si tu pourras me confirmer là, que ça fonctionne, là, ça m'aiderait. Moi, je vois bien ton écran actuellement. Et puis, si tu veux garder ta caméra ouverte durant ta présentation, c'est comme tu le souhaites, Dominique, ou sinon tu peux l'abaisser également pour favoriser la qualité. La qualité du son, Ouais. on a eu des petites interférences. On se rend compte des fois l'image et le son, là, des fois, ça fait beaucoup de bandes passantes. Donc, Maggie, à toi de décider si c'est quoi tu préfères. Parfait. Ben, je vais l'éteindre pour l'instant. Puis, en espérant là, que le tout va fonctionner. Ça. Donc, est-ce que vous voyez mon PowerPoint en ce moment, Pierre-Olivier? Oui, on voit en plein écran, c'est parfait. Bon, ben, c'est parti dans ce cas-là. Merci beaucoup. J'en profite en fait pour remercier la FQSA là, de m'avoir invité à présenter certains travaux du ministère aujourd'hui, ainsi que tous les participants là, qui sont en ligne. Là. Je ne vous vois pas, mais là, on m'indique que vous êtes une soixantaine, donc merci de prendre le temps là, de m'écouter aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de brosser un portrait général là, du Barreillot au Québec, s'intéresser un peu aux différentes populations ainsi qu'aux fluctuations d'abondance. Puis ensuite, là, en fait, d'entrer dans le vif du sujet et de faire le tour là, des interactions là, qui sont possibles avec le saumon atlantique, les différentes préoccupations et les projets que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a entrepris pour en fait là, répondre là, à ces préoccupations. Donc, allons-y dans un premier temps avec le portrait général sur le bar rayé. Donc, une première chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que les bars rayés qui fréquentent le Québec appartiennent à deux populations distinctes. On a en ce moment la population réintroduite au fleuve Saint-Laurent, qui est illustrée en vert sur la carte que vous voyez à l'écran. Donc, sa répartition s'étend principalement du lac Saint-Pierre jusqu'à Rivière-du-Loup, en incluant la rivière Saguenay. Mais certains individus migrent au-delà de ces limites, puis on peut les retrouver là, jusqu'à Montréal en amont, puis en aval du système jusqu'à la rivière Sheldrick environ là, sur la côte nord, puis jusqu'à la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick du côté sud. Pour la population réintroduite du fleuve Saint-Laurent, il y a 2 sites de reproduction qui ont été confirmés. Ils sont indiqués là, par les étoiles vertes sur la carte. Donc, on parle de la rivière du Sud à Montmagny et de la baie de Beauport à Québec. Donc, la population du sud du golfe du Saint-Laurent, qui est illustrée en bleu sur la carte, elle nous provient de la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick, qui est le seul site de reproduction confirmé pour cette population, puis qui est indiqué par l'étoile bleue sur la carte. Donc, leur distribution se concentre dans un territoire qui est délimité au sud par l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et au nord par Cap-Gaspé.
mais certains individus migrent vers le fleuve Saint-Laurent, en fait, pendant l'été, jusqu'à l'île d'Orléans, mais parfois, pendant là, des années là, de plus forte abondance ou selon les conditions là, environnementales, ils peuvent également là, migrer le long de la rive nord du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, là, puis se rendre jusque dans la rivière Saguenay et même monter jusqu'au Labrador. Donc, les deux populations partagent une partie du territoire québécois pendant une partie de l'année. La zone verte, là, avec des points bleus, là, délimite un secteur où il n'est pas vraiment possible là, de distinguer là, si la plupart des individus appartiennent à l'une ou à l'autre des deux populations. Donc, au fil des ans, l'abondance des deux populations, en fait, a connu d'importantes fluctuations jusqu'à, en fait, là, menacer la pérennité dans les deux cas. Donc, si on commence par le bord du fleuve, ben en fait, ça date pas d'hier que le bar est présent dans les eaux québécoises, puis particulièrement aussi là, dans l'écosystème du Saint-Laurent. On peut voir là, ici là, sur la figure là, que déjà au 19e siècle, l'espèce était exploitée dans le fleuve, puis qu'il y avait des travaux d'acquisition de connaissances qui étaient faits afin de mieux comprendre l'espèce. Donc, de 1915 à 1955, en fait, les pêcheries ont connu des années fastes. Là, on peut voir à droite, là, en fait, ces années-là sont présentées dans l'encadré, dans le pointillé rouge. Là. On peut voir qu'il y avait des importants là, débarquements commerciaux là, pour le bar rayé à l'époque. Puis les figures de gauche ben, nous illustrent que la pêche sportive était déjà très prisée pendant ces années-là. Ben, par la suite, la surexploitation de l'espèce conjuguée au développement là, de différentes infrastructures, pardon, dans les années 50, on peut penser entre autres là, à la canalisation de la voie maritime, aux travaux qui ont été effectués pour la préparation d'Expo 67. Fait que tout ça mis ensemble, ça a causé une diminution drastique de l'abondance de l'espèce jusqu'à sa disparition complète là, dans les années 60. Puis bien que le dernier spécimen a été capturé en 68, c'est seulement en 1996 que la disparition là, du bar rayé du fleuve Saint-Laurent a été officiellement reconnue. Donc, au tournant des années 2000, la qualité ou l'état du fleuve Saint-Laurent s'était grandement amélioré, ce qui a ouvert la porte, en fait, à la restauration de sa biodiversité. En 2002, le gouvernement du Québec a entrepris, avec différents partenaires phoniques, le défi de réintroduire le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent à partir d'individus qui provenaient de la population du sud du golfe du Saint-Laurent. Donc, le MFFP a développé là, une expertise particulière à la station piscicole de Baldwin-Quaticook pour assurer là, un approvisionnement puis une production de bar rayé sauvage pour soutenir le programme de réintroduction. Grâce à ces efforts-là, puis ainsi qu'aux efforts de conservation qui avaient été entrepris là, en 2002, ben, le bar rayé a réintégré l'écosystème du Saint-Laurent. Puis l'espèce s'y reproduit maintenant là, de façon naturelle depuis 2008. Le rétablissement est toujours en cours. L'abondance semble augmenter de façon progressive, mais il faut tout de même demeurer prudent. Le bar rayé, c'est une espèce qui est reconnue pour avoir de très grandes là, fluctuations d'abondance. Donc, il faut continuer là, les efforts de conservation et d'acquisition de connaissances là, pour être certain là, d'assurer là, le rétablissement puis la pérennité de l'espèce dans l'écosystème. La population du sud du Golfe, elle a aussi en fait connu des hauts et des bas au fil des années. Dans les années 90, les bars rayés de la Miramichi ont connu un important déclin. Donc, vous pouvez voir là, ici là, sur la figure là, les très faibles abondances là, qui ont été là, observées là, de 95 au début des années 2000. Donc, ce déclin a engendré là, la mise en place d'un moratoire. Puis pendant ces années-là, ben,
de façon pas très surprenante, là, il y avait très peu là, de bar rayés de cette population là, qui était présent là, dans les eaux québécoises. Mais c'est ça, à la suite de la mise en place là, des mesures de conservation, ben, on peut voir qu'au fil des ans, l'abondance a augmenté graduellement jusqu'à ce qu'environ au début des années 2010, en fait, là, on commence à voir là, de plus en plus de bar rayés là, en Gaspésie. Donc, on a des mentions, des captures qui ont été rapportées. En 2011, en fait, là, le stock avait atteint les cibles de conservation, ce qui a permis là, de graduellement ouvrir une exploitation. Puis en 2013, ben, la pêche sportive a été ouverte, autant au Nouveau-Brunswick que dans le sud de la Gaspésie, au Québec. Donc, ben, c'est ça, c'est sûr que le retour du bar rayé, donc suite à son rétablissement, puis au fleuve, puis à l'expansion de la population du sud du Golfe, ben, ça leur réjouit plusieurs personnes, ben, d'une part parce que c'est rare qu'on a l'occasion de réparer les erreurs du passé, donc de réintroduire une espèce qui était jadis emblématique. C'est tout de même un succès là, qui n'arrive pas là, plusieurs fois dans une vie. Puis aussi, ben, l'ouverture d'une nouvelle page sportive, là, ça aussi, c'est quand même là, assez rare. Donc, le retour du bar rayé a fait plusieurs heureux pour ces raisons-là. Mais malgré l'engouement indéniable qu'on voit pour cette pêcherie, ben, le retour du bar rayé, ça soulève aussi des préoccupations. On parle quand même d'un prédateur important. Donc, c'est certain là, son retour engendre des préoccupations quant à l'impact que le bar rayé pourrait avoir sur d'autres espèces qui sont exploitées. On peut penser, entre autres, au saumon atlantique. Il y a quand même certaines caractéristiques biologiques du bar rayé qui font en sorte que son retour est un retour très remarqué. Donc, ben, c'est un poisson qui voyage souvent en grands groupes, qui est présent le long des côtes, puis qui est particulièrement actif à la surface, que ce soit pour l'alimentation ou pour la reproduction. Ce qui fait en sorte qu'il est facile de l'observer, que l'on soit là, en embarcation ou sur les quais. Donc, c'est sûr que ce sont toutes des caractéristiques qui font en sorte que quand le bar rayé est présent dans un endroit, ben, il ne passe pas inaperçu. Mais bon, les préoccupations dont je vous parlais un peu plus tôt sont toutefois légitimes. Comme je mentionnais, le bar rayé, c'est un prédateur important. C'est aussi un prédateur qu'on dit opportuniste. Donc, bien qu'il cible généralement là, des bancs de poissons fourrage ou des crustacés, il peut consommer aussi là, des espèces anadromes comme le saumon lorsque les trajets migratoires là, des deux espèces là, se chevauchent et se rencontrent. Puis, la littérature aussi reconnaît là, ou démontre qu'une augmentation de l'abondance du bar rayé dans un secteur se traduit généralement par une augmentation de la pression de prédation. C'est sûr que c'est légitime d'avoir des préoccupations lorsque ce type de prédateur est présent là, dans un écosystème. Donc, au Québec, de façon générale, là, le chevauchement dans l'espace et dans le temps entre les deux espèces, là, soit le bar rayé et le saumon atlantique, est plutôt limité, mais il existe quand même un potentiel d'interaction entre les deux espèces, puis c'est ce qu'on va voir là, dans la deuxième partie de ma présentation. Donc, pour répondre aux différentes préoccupations, le MFFP a entamé, en collaboration avec différentes organisations, une série d'études portant sur le régime alimentaire du bar rayé, ainsi que sur sa présence là, dans les rivières à saumon, afin de mieux comprendre là, dans quelle mesure là, les deux espèces là, peuvent interagir dans les eaux québécoises.
Donc, au tournant des années 2010, là, avec la présence accrue du bar rayé en Gaspésie, les premières préoccupations qui ont émergé étaient surtout quant au potentiel de la prédation des saumonaux à l'embouchure des rivières à saumon lorsque les jeunes saumons entament leur migration vers l'océan. Pour ceux qui auraient manqué la présentation de mon collègue Maxime hier, je vais quand même porter quelques précisions là, sur les saumonaux. Donc, on parle ici là, de jeunes saumons qui ont subi des transformations physiologiques là, qui vont leur permettre là, de passer en eau salée, donc de quitter les rivières, de passer en eau salée, puis d'entreprendre leur migration vers l'océan pour s'alimenter. Donc, ces adaptations-là se traduisent par des modifications physiologiques profondes, mais ça comprend aussi là, un changement de la forme du corps, puis de la coloration de la peau. Donc, vous pouvez voir ici là, un tacon là, qui devient argenté lorsqu'il se transforme et devient saumono. Puis par la suite, il va sortir des rivières puis entreprendre là, la migration vers l'océan. Donc, ça, c'est un premier moment où il pourrait y avoir l'interaction avec le bar rayé dans le stade de vie là, du saumon. Donc, en 2014-2015, le MFFP a étudié l'alimentation des bars rayés capturés à l'embouchure de certaines rivières du sud de la Gaspésie. Donc, vous pouvez voir sur la carte l'emplacement des différents sites d'échantillonnage. Donc, les bars rayés ont été obtenus de deux façons. Bon, par les échantillonnages standardisés là, au filet maillant, mais aussi par certaines captures à la ligne, que ce soit par le MFFP ou par des pêcheurs bénévoles là, qui ont été mis à contribution. On a ciblé principalement l'embouchure de 4 rivières, soit la Cascapédia, la Malbaie, la Saint-Jean et la Bonaventure. Mais comme vous pouvez le voir sur la carte, là, il y a tout de même là, certaines captures là, qui provenaient d'autres sites de pêche. Il est important ici de préciser que les captures ont été faites au moment où les bars rayés étaient présents dans le secteur. C'est bien logique, mais ce n'est pas nécessairement là, le moment qui correspond à la migration des saumonaux, mais bon, on a pris les bars rayés lorsqu'ils étaient présents là, dans les secteurs d'intérêt. Donc, c'est un total de 357 bars rayés qui ont été obtenus, dont 295 avaient au moins une proie dans leur estomac, ce qui nous donne quand même là, un échantillonnage intéressant. Donc, je me permets ici une petite parenthèse là, pour vous présenter là, la façon dont on procède là, pour obtenir le contenu des estomacs. Fait qu'une fois les poissons capturés, on procède au prélèvement. Ça peut être par dissection, là, comme on voit là, sur la figure en haut à gauche, ou par lavage gastrique. En fait, c'est une méthode qui nous permet qui ne nécessite pas qu'on tue l'animal. Donc, ça nous permet de recueillir le contenu des estomacs et de les remettre à l'eau. C'est particulièrement intéressant là, lorsque on échantillonne des bars rayés là, qui appartiennent à la population du fleuve Saint-Laurent, puisqu'ils sont protégés par la loi sur les espèces en péril. Là, ça nous permet d'obtenir de l'information sans les sacrifier. Donc, une fois les estomacs prélevés, le contenu prélevé, les proies, là, le contenu stomacal est préservé dans l'éthanol jusqu'à ce que les analyses en laboratoire puissent être faites. Donc, dans un premier temps, on procède à un tri visuel puis à l'identification de tous les items là, toutes les proies qui sont présentes dans l'estomac. Puis lorsqu'il y a des proies qui sont trop digérées ou trop dégradées là, pour qu'on puisse là, les identifier de cette façon-là, on procède là, à des analyses génétiques, pas nécessairement sur tous les items, là, parce que parfois, ça pourrait être une tâche là, assez colossale, mais quand on soupçonne là, que ça peut être un type de proie qui nous intéresse, ou si c'est un secteur névralgique où on a vraiment
où on veut connaître là, en détail la diète des bar rayés qui utilisent ces secteurs-là, ben on procède aux analyses génétiques. Là, puis ça nous permet là, comme ça là, d'obtenir beaucoup plus d'informations puis d'éliminer le plus possible de zones grises. Donc, je vous présente ici les résultats obtenus pour les contenus stomacaux des bar rayés qui avaient été capturés en 2014-2015 à l'embouchure des rivières à saumon en Gaspésie. Fait que dans l'ensemble, on peut voir que leur alimentation était constituée principalement de poissons et de crustacés. Donc, les poissons représentaient là, 55% du nombre de proies dénombrées dans les estomacs, tandis que si on s'attarde au volume occupé par les poissons, en fait, là, c'est 92% là, de l'alimentation. C'est quand même important. Donc voilà, puis dans ce cas-ci, en fait, on a procédé à beaucoup d'analyses génétiques, ce qui nous permet d'avoir seulement 10% là, des proies là, qui demeurent non identifiées, là, ce qui est en fait là, vraiment raisonnable. Donc, le régime alimentaire de ces bar rayés, en fait, est vraiment typique là, d'un prédateur omnivore, là, parce qu'on retrouve plus de 40 espèces ou groupes taxonomiques là, différents dans la diète là, de ces bar rayés. Au niveau des poissons, les espèces qu'on a observées le plus souvent, on parle d'épinoches, de lançons et de capelans. Puis pour les crustacés, c'est plutôt crevettes et gamards là, qui étaient les espèces là, les plus fréquentes. Puis en fait, ici, on a observé aucun saumon là, dans les contenus stomacaux là, des bar rayés capturés en 2014-2015 dans les estuaires de ces 4 rivières. En fait, ce résultat-là, je dois le dire, là, il était pas très surprenant, entre autres parce qu'en 2014, en fait, là, c'est ce que la figure là, de gauche vous illustre. Là. On avait là, accès au suivi de la dévalaison pour 2 rivières là, du même secteur. Donc, la rivière Saint-Jean et la rivière Cascapédia. Là, ici, je vais préciser là, que l'axe vertical, en fait, c'est un nombre relatif de semono. Cette figure-là ne suggère d'aucune façon qu'il y a moins de semono qui dévalent là, de la Cascapédia. Là. Mais c'est vraiment juste là, pour illustrer, en fait, les pics de dévalaison. C'est le nombre sur l'axe vertical n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, en fait, de constater sur cette figure-là, c'est que au début juin, lorsque les bar rayés sont arrivés à l'embouchure de la rivière Cascapédia, en fait, là, la plupart des semonos avaient déjà entamé leur migration puis franchi l'embouchure. Puis pour la rivière Saint-Jean, les bar rayés, d'une part, sont arrivés un peu plus tard, vers la fin juin. Puis dans ce cas-là aussi, là, la plupart des semonos avaient déjà entamé leur migration. Puis ça, en fait, l'arrivée des bar rayés dans le secteur, en fait, c'est confirmé là, par les déplacements que le bar rayé fait à partir de l'aire de reproduction, donc dans la rivière Miramichi, après la Fraie. Donc, lorsque les bars vont quitter la Miramichi, certains vont longer les côtes puis se diriger plus vers le sud, puis d'autres vont longer la côte puis se diriger vers le Québec. Donc, ils arrivent dans un premier temps dans la baie des Chaleurs, là, comme vous pouvez le voir là, sur la carte là, qui est à droite. Puis par la suite, ils vont longer la côte de la Gaspésie, puis ils vont poursuivre, contourner la péninsule, puis pénétrer dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est normal qu'on les voit arriver
à la rivière Cascapédia avant la rivière Saint-Jean. Mais c'est ça. Par contre, là, en 2014, lorsqu'ils sont arrivés, la plupart des Somono avaient déjà quitté. Donc, c'est ce décalage-là explique là, l'absence apparente là, de Somono dans la diète des baréiers. Il arrive cependant que certains individus se fassent surprendre à l'automne par les conditions environnementales lorsqu'ils retournent là, dans leurs aires d'hivernage respectives. Donc, certains sont un peu obligés de passer l'hiver en Gaspésie. Et que ça, c'est un comportement que l'on observe et que l'on tente de documenter. Donc, ici, on parle là, quand même d'une minorité d'individus qui passent l'hiver en Gaspésie, donc qui pourraient potentiellement être présents là, au printemps dans le secteur. Faut savoir aussi que les habitats d'hivernage qui s'offrent à eux dans ce secteur ne sont pas optimaux, puis que la mortalité là, suite à l'hiver est quand même importante là, chez le bar rayé. C'est une espèce qui ne tolère pas très bien là, les faibles températures, donc particulièrement là, si ces conditions d'hivernage ne sont pas très bonnes, bien, la mortalité peut être importante. Donc le ministère, en fait, a des projets en cours pour mieux comprendre là, la présence du bar rayé en Gaspésie en hiver. On utilise entre autres l'ADN environnemental et la télémétrie acoustique là, pour suivre les déplacements. Donc, toutes ces informations-là mises ensemble, là, ça va nous permettre là, de vraiment de mieux comprendre là, le comportement du bar rayé en hiver là, dans ce secteur, puis d'affiner nos connaissances, puis de mieux évaluer la possibilité qu'il y ait des interactions là, au moment de la dévalaison. Mais par contre, là, c'est ça, les études sont en cours, puis il faut poursuivre là, les travaux encore là, pour vraiment là, avoir là, une meilleure idée des rivières utilisées, de la récurrence, que ce soit la récurrence au niveau d'individus qui pourraient peut-être revenir ou de rivières qui pourraient être là, utilisées là, de façon plus fréquente. Là. Donc, à suivre pour plus d'informations à ce sujet. Puis, ben, au Québec, en fait, selon la biologie là, des deux espèces, il y a la rivière Well qui est une rivière à saumon et où il serait plus probable là, que des bars rayés soient présents au moment où les saumonos font leur migration là, vers la mer. En fait, la présence de bars rayés dans ce secteur au printemps a été confirmée par télémétrie acoustique ainsi que par des inventaires au filet. Donc c'est ça, le chevauchement là, entre les deux espèces là, a été confirmé pour cette rivière-là. Donc en 2018, on a procédé à des échantillonnages standardisés pour en fait caractériser l'alimentation, encore une fois, des bars rayés à l'embouchure de la rivière Well. Donc, puis cette fois-ci, en fait, les échantillonnages ont été faits en mai-juin. Donc, les bars étaient présents lorsque la température de l'eau est propice à la dévalaison. Donc, c'est un total de 184 bars rayés qui ont été capturés. Donc, 88 là, avaient au moins une proie dans leur estomac. Donc, je vais vous présenter ici la composition de la diète de ces bars rayés. Donc, on peut voir que dans ce secteur-là, en fait, les poissons représentent là, la plus grande partie là, du régime alimentaire. Donc, 74% des poids dénombrés étaient des poissons, puis ça représente 81% du volume. C'est quand même considérable. Les espèces les plus souvent observées, c'était le caplan, les gadidés, donc poulamon, morue, ainsi que les perlans arc-en-ciel. Une chose à noter ici, c'est qu'on a quand même un peu plus là, de proies qui ne pouvaient pas être identifiées.
Donc, en fait, 20 du nombre, mais seulement 7 du volume. Il y a beaucoup d'échantillons qui ont été analysés par la génétique, mais parfois, là, par exemple, s'il reste seulement un bout de colonne vertébrale, c'est pas possible d'obtenir du matériel biologique là, qui est adéquat pour faire ce genre d'analyse. C'est ce qui explique là, le fait qu'on a un petit peu plus là, de proies qui demeurent inconnues là, pour cet échantillonnage-là. Par contre, ici, on peut voir ici qu'il y a quand même plus de 15 types de proies différents là, qui ont été identifiés. Donc, encore une fois, une diète assez variée, puis pas de somono là, qui ont été observés ni visuellement ni par génétique. Donc, même s'il reste là, des proies non identifiées, là, on est confiant là, que les somonos ne représentent pas une proie importante là, pour le bar rayé là, quand ils fréquentent l'estuaire de la rivière Well. Donc, une préoccupation qui est plus récente en lien avec le retour du bar rayé au Québec, c'est sa présence occasionnelle dans la portion d'eau douce des rivières à saumon. Donc là, on a vu des projets orientés vers l'interaction entre les bar rayés et les saumonaux à l'embouchure des rivières, mais il est aussi possible, en fait, que les bar rayés qui sont présents au Québec fassent des incursions dans les rivières à saumon et se rendent dans les secteurs d'eau douce où ils pourraient avoir des interactions avec les tacons. Donc, vous vous souvenez peut-être, en fait, là, de 2017, l'année où les bar rayés de la population là, du sud du Golfe ont été particulièrement abondants au Québec. À ce moment-là, il y a eu de nombreuses observations de bar rayés qui ont été rapportées pour des rivières à saumon, que ce soit en Gaspésie, au Saguenay ou sur la Côte-Nord. Donc c'est un peu là, cette présence exceptionnelle là, qui a été la bougie d'allumage pour les travaux là, qui sont orientés plus là, vers la présence des bar rayés dans la portion d'eau douce des rivières. Donc, il est quand même important là, de noter, par exemple, que les deux espèces n'utilisent pas les mêmes habitats lorsqu'ils sont en rivière. Donc, les tacons vont préférer être dans les portions d'eau vive, tandis que les bar rayés, lors de ces incursions-là, ils vont plus là, chercher à aller occuper les fosses. Donc, bien que les niveaux d'abondance qu'on a observés en 2017 ne se soient pas répétés depuis, il y a tout de même là, des bar rayés là, qui font là, de façon sporadique là, des incursions là, dans les rivières à saumon et qui vont monter là, jusqu'à la portion d'eau douce. Donc, le MFFP là, a entrepris là, des travaux pour étudier le potentiel d'interaction entre les deux espèces. Donc, on parle de travaux, d'une part, qui s'attardent à la présence, donc à compiler les mentions puis à quantifier là, la présence là, des bar rayés dans les différentes rivières. Puis il y a aussi là, en marge là, de leur présence là, des projets sur la caractérisation là, de l'alimentation de bar rayés qui sont capturés dans la portion d'eau douce là, des rivières à saumon lorsqu'ils font des incursions jusqu'à cette hauteur-là dans les rivières. Donc, c'est les deux types de projets, en fait, là, les projets qui visent à documenter la présence sont coordonnés par mon collègue Maxime, là, qui présentait hier là, dans le cadre de la semaine scientifique. Donc, on utilise des données qui proviennent là, de différentes sources que vous pouvez voir là, ici là, sur la diapositive. Donc, d'une part, là, des registres là, qui sont faits auprès des pêcheurs qui fréquentent les territoires fauniques structurés de pêche au saumon. Donc, ces données-là sont obtenues via la FQSA avec la participation des gestionnaires de rivières. Pour 2017 aussi, en fait, il y a des données
qui ont été recueillis à partir d'un sondage qui a été réalisé par l'ASF. Donc, ces données-là ont également été considérées puis comptabilisées là, dans ce que je vais vous présenter là, un peu plus tard. Il y a également des données qui proviennent de décomptes, que ce soit en apnée, fait dans les passes migratoires ou par les barrières de comptage. Fait que tout ça, c'est comptabilisé. Toutes sortes d'autres mentions aussi qui parviennent au MFFP, que ce soit par des pêcheurs, les Premières Nations, les organismes de bassin versant. Puis aussi là, le Centre de données du patrimoine naturel du Québec, puis les réseaux de suivi de capture accidentelle là, qui parfois là, peuvent avoir là, des mentions pertinentes là, à considérer là, pour suivre la présence du bar rayé dans les rivières à saumon. Donc ici, je vous présente un résumé des données qui ont été obtenues grâce aux barrières de comptage. Donc, au fil des ans, il y a 4 barrières qui ont été installées sur 4 rivières différentes. Donc, la Petite Saguenay, Rivière-Ouelle, la rivière Saint-Jean au Saguenay et la rivière du Gouffre. Donc, en 2017, on peut voir que c'est une année qui se distingue des autres par le nombre de mentions là, qui ont été rapportées. Donc, c'est plus de 50 bars. La raison pour laquelle il y a une certaine incertitude là, quant au nombre de barres rayées qui sont dénombrés, c'est qu'une fois qu'il y a un bar rayé qui redescend, donc vous le voyez ici sur l'image, là, un petit groupe de 3 barres rayées là, qui franchit la barrière de comptage. Mais une fois, c'est ça qu'un individu passe en sens inverse, ben là, c'est impossible d'établir si les barres qui montent sont des nouveaux visiteurs ou si c'est un phénomène de va-et-vient là, dans la barrière. Donc, c'est ça. Pour 2017, on peut dire qu'il y a au moins 50 barres qui ont franchi la barrière de comptage, mais on estime à 150 là, le nombre de barres rayées qui ont effectivement là, visité la rivière Petit-Saguenay. En 2018, il n'y a pas de barres rayées qui ont été... Ben là, il y avait 2 barrières de comptage en action, puis pas de barres rayées qui ont été observées. Pour 2019, là, il y avait 4 barrières en opération, puis il y a seulement environ 5 barres rayées là, qui ont été observées dans la rivière du Gouffre. Puis finalement, en 2020, 3 barrières en opération, puis un total de 9 barres rayées observées, 7 dans la Saint-Jean au Saguenay et 2 dans la rivière du Gouffre. Donc, je vais dans un premier temps là, vous présenter les résultats pour les observations en rivière, puis par la suite, là, je vais vous présenter les résultats pour les analyses de contenu stomacaux. Pardon. Donc, pour 2017, donc, il y a un total de 52 rivières pour lesquelles il y a des mentions de barres rayées qui ont été rapportées. Donc, on parle de 30 rivières avec mention en embouchure. Donc, ici, quand il est question de mention en embouchure, on fait référence aux observations qui sont faites dans la zone de marée. Donc, ça, c'est un endroit où, normalement, il n'y a pas d'interaction ni avec les tacons ou ni avec les somonaux là, durant l'été. Donc, ça, c'est ce qui est pour les mentions en embouchure. Puis lorsqu'on parle de mentions en eau douce, donc ici 22 rivières avec mention en eau douce, on parle d'observations qui ont été faites en amont de la zone de marée, donc dans la portion d'eau douce des rivières. Puis là où, pendant l'été, ben, il est possible là, que le bar rayé interagisse avec les tacons. Donc ici, en 2017, 22 rivières, ce qui représente 19 des rivières à saumon du Québec. 129 mentions distinctes. Donc, c'est 169 observations pour une rivière donnée, un jour donné. Pour une mention, ben, il peut avoir plus qu'un bar rayé. Donc, c'est pour ça qu'on précise aussi ici le nombre d'individus totaux qui ont été rapportés par toutes ces mentions-là. Donc, 169 mentions de présence de bar rayé pour un total de 646 individus qui ont été rapportés dans
dans ces 22 rivières à saumon. Donc ici sur la carte, là, vous pouvez voir là, la répartition là, des mentions. On peut voir qu'effectivement, le bar rayé était présent pratiquement sur l'ensemble du territoire. Là, fait qu'il y a plusieurs rivières à saumon qui ont eu des incursions là, de bar rayé pendant l'été 2017. Puis ben, vous pouvez voir là, avec la répartition des points aussi pour une rivière donnée. Par exemple, là, en Gaspésie, jusqu'où le bar rayé est monté là, en eau douce là, dans la rivière. Fait que pour 2017, par le suivi de la présence en rivière, on n'a malheureusement pas obtenu de capture là, pour contribuer au projet sur l'alimentation. Par contre, on a eu accès à des captures accidentelles dans la passe migratoire de la rivière Sheldrake. Donc, je vais pouvoir là, vous présenter ces résultats-là dans quelques diapositives. Donc, pour 2018, ben, une année un peu plus tranquille, 6 rivières avec mention, dont 5 avec mention en eau douce, ce qui représente 4 des rivières à saumon du Québec. 45 mentions distinctes pour un total de 295 barres rayées observées. Donc ici, là, je vous présente là, les rivières là, qui ont eu des incursions de barres rayées pendant l'été 2018. Donc, on parle de la rivière Malbaie, la Matapédia, la Restigouche, Bonaventure et la Cascapédia. Puis, on a obtenu des contenus stomacaux pour ou en fait des captures de barres rayées, je devrais dire, pour la Matapédia et la Cascapédia. Et je vais vous présenter là, les résultats un peu plus tard. Donc, en 2019, 7 rivières avec mention, dont 6 en eau douce, 44 mentions distinctes, 184 individus rapportés. Donc, les 6 rivières, ça correspond à 5 là, des rivières à saumon du Québec. Donc, ben, les voici. La rivière du Gouffre, la rivière Rimouski, Matapédia, Nouvelle, Cascapédia et Bonaventure. Puis encore une fois, en 2019, on a réussi à obtenir 8 barres rayées qui ont été capturées et qui nous ont été transmis pour le projet d'alimentation. Je vais pouvoir vous présenter ça dans quelques diapositives. Puis en marge là, du suivi là, qui se fait en rivière, on a aussi obtenu 53 barres rayées de la rivière Restigouche grâce à la collaboration de David Leblanc du conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche et 3 barres rayées qui ont été capturées à la passe migratoire de la rivière Malbaie dans Charlevoix. Donc, ça aussi, pour ces barres-là aussi, là, j'ai des résultats à vous présenter. Et finalement, en 2020, ben encore 7 rivières avec mention, dont 5 avec mention en eau douce, la Nouvelle, la Matapédia, Bonaventure, Saint-Jean au Saguenay et la rivière du Gouffre. Seulement 36 individus rapportés au total là, par les 19 mentions distinctes. Puis bon, avec ces 5 rivières-là, ça correspond à 4 là, des rivières à saumon du Québec. Ah, puis en 2020, j'ai oublié de le mentionner, mais on n'a pas, il n'y a pas eu de capture de barres rayées là, pour contribuer là, au projet sur la caractérisation de leur alimentation dans les rivières à saumon. Donc, je vous mentionnais plutôt qu'en 2017, il y a des barres rayées qui ont été capturées dans la passe migratoire de la rivière Sheldrake. Donc, c'est un total de 17 individus qui ont été capturés, dont 7 avaient des proies dans leur estomac. Puis 2 de ces poissons-là avaient des tacons pour un total de 2 tacons retrouvés là, dans les contenus stomacaux. Donc, ici, j'ai regroupé là, les résultats de 2018 et 2019 là, pour la rivière Cascapédia parce qu'il y avait un petit nombre là, de barres rayées qui avaient été capturées. Donc, pour les 2 années, c'est un total de 13 barres rayées qui ont été obtenues dans la rivière Cascapédia, dont 9 avaient des proies dans leurs estomacs. 7 avaient des tacons pour un total là, de 19 tacons. Puis on peut voir là, encore une fois là,
que les poissons, ben, ça représente là, une grande partie là, de la diète, là, que ce soit en nombre ou en volume. Là, c'est ça. Les bar rayés, là, même s'ils s'alimentent en rivière, en fait, ils ont consommé là, en grande partie du poisson. Puis le bar rayé qui provenait de la Matapédia, en fait, son contenu stomacal était trop digéré pour qu'on puisse identifier là, quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, il n'y avait plus vraiment de proie. Là. En fait, je devrais peut-être mentionner que quand on obtient des résultats comme ça, des fois aussi, ça suggère que les proies avaient été consommées probablement avant l'entrée en rivière, là, quoi qu'il n'est pas impossible là, que les bar rayés fassent de longs séjours. Mais bon, quand il reste vraiment plus là, de proies ben, solides, si je peux me permettre l'expression, souvent c'est un signe que les proies avaient été consommées bien avant d'entrer en rivière. Donc ici, je vous présente les résultats pour l'alimentation des bar rayés capturés dans la rivière Restigouche en 2019. Donc ici, on a quand même un échantillonnage intéressant, 53 captures au total, dont 43 avec des proies. 11 bar rayés avaient consommé des tacons pour un total là, de 31 tacons qui ont été dénombrés dans les contenus stomacaux. Puis encore une fois, ben, on peut voir qu'il y a une bonne proportion de poissons dans la diète. Donc, ça représente là, quand même là, 60% du volume des proies. Là. Donc, c'est puis ben, quand même une belle diversité. Là, on retrouve des crustacés, des mollusques, vers, insectes et autres. Donc, une diète, encore une fois, assez variée pour les bar rayés. Et finalement, nos 3 petites captures de la rivière Malbaie. Donc, seulement 2 avaient des proies dans leurs estomacs pour un grand total de 7 proies là, entre 2 individus. Donc, des bar rayés qui n'étaient pas, qui s'étaient pas alimentés beaucoup là, dans les derniers temps là, avant leur capture. Puis, il n'y a pas de tacons là, qui ont été observés. Puis encore une fois, ici, là, on peut voir la présence de poissons, de crustacés, de vers et d'insectes. Donc, une diète quand même assez variée, encore une fois, mais avec une présence importante de poissons là, dans les bar rayés qui ont été capturés à la passe migratoire de Clermont. Donc, ici, ben, je vous propose un petit résumé là, parce que là, je vous ai présenté plusieurs résultats différents là, sur plusieurs diapos. Fait que je vais prendre quelques minutes ici là, pour faire un résumé des résultats qui ont été obtenus pour les 2 types d'interactions qui sont possibles là, entre le bar rayé et les jeunes saumons. Donc, dans un premier temps, interaction entre à l'embouchure des rivières à saumon entre les bar rayés et les saumonaux. Donc, c'est un total de 541 bar rayés qui ont été capturés, dont 383 avaient au moins une proie dans leur estomac. Puis ici, ben, on a obtenu aucun jeune saumon ou saumonaux dans les estomacs de bar rayés. Pour les interactions entre le bar rayé et les tacons lors d'incursions dans la portion d'eau douce des rivières, on a obtenu 87 spécimens, donc un échantillonnage un peu plus faible, mais bon, tout de même intéressant. 62 avaient au moins une proie dans leur estomac. Donc, si on compare l'incidence d'alimentation, c'est-à-dire la proportion d'individus qui avaient des proies dans leur estomac, bien, dans les 2 cas, on est à 71%. Donc, par la suite, ben, il y a 20 bar rayés qui avaient des jeunes saumons, donc ici, dans ce cas-ci, des tacons dans leur estomac, pour un nombre total là, de 52
tacons qui ont été dénombrés. Donc, bien qu'on n'a pas un grand nombre de bar rayés qui ont été obtenus là, dans le volet de présence en rivière, les résultats suggèrent tout de même là, que le potentiel d'interaction entre le bar rayé et les jeunes saumons est plus grand lorsque les bar rayés font des incursions dans les rivières plutôt que lorsque c'est le temps de la migration des saumonaux. Par contre, c'est important tout de même là, de rappeler que c'est une minorité des bars qui viennent au Québec qui font des incursions en rivière. Si vous vous rappelez là, des résultats là, présentés précédemment là, sur l'utilisation du territoire puis les mentions dans la portion d'eau douce des rivières, là, il y a eu 2017 où il y avait une bonne présence, là, mais par la suite, pour les années qui ont suivi, en fait, c'est ça, le nombre d'incursions dans les rivières à saumon était beaucoup plus faible. Donc, on parle ici d'un phénomène qui va varier d'une année à l'autre selon soit l'abondance des bar rayés, aussi selon les conditions environnementales. Puis, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que on suit la présence là, depuis 2017, mais ça nous donne quand même là, quelques années là, de suivi. Là. Puis pour l'instant, il n'y a pas de tendance à la hausse là, pour ce type de phénomène. Là. Donc, c'est vraiment, là, ça va varier d'une année à l'autre selon les conditions. Donc, en conclusion, pour les interactions à l'embouchure des rivières à saumon, de façon générale, on a une faible co-occurrence des deux espèces. Puis, on n'a pas observé là, de saumonaux dans les estomacs des bar rayés là, qui ont été analysés. Donc, tout ça suggère qu'il y a un faible risque là, de prédation des saumonaux par le bar rayé lors de la migration printanière au Québec. Puis pour ce qui est de la portion d'eau douce là, des rivières à saumon, les incursions en rivière, comme je viens de le mentionner, là, ça varie. Il n'y a pas de tendance on n'observe pas d'augmentation au fil des ans. Donc, c'est vraiment un phénomène là, qui va varier probablement plus selon l'abondance des bars et les conditions environnementales. La présence qu'on a observée en 2017, pour l'instant, semble être l'exception, pas la norme. Il y a une faible proportion là, des bar rayés c'est parmi tous les bar rayés qui vont fréquenter là, les eaux du Québec, c'est quand même une faible proportion là, qui vont faire des incursions en rivière. Mais on a dénombré des tacons dans les contenus stomacaux des bar rayés pour 3 rivières, donc la Sheldrake, la Cascapédia et la Restigouche. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais comme résultat à vous présenter aujourd'hui. Là, je vois que ça fait seulement 50 minutes, fait que je pense qu'on a du temps pour accueillir là, quelques questions. Du moins, ça me fait plaisir là, de rester et de répondre à vos questions. Tout à fait. Merci Dominique pour ta présentation. C'était super. Je vais laisser cette portion-là à Alexandra pour les questions. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les écrire là, dans le chat ou dans l'onglet questions pour qu'on puisse les poser à Dominique. Juste avant de poser les questions, on voulait juste réitérer à quel point on apprécie la collaboration des pêcheurs là, quand ils font les déclarations de prise. Puis l'outil en fait là, que à la QSA, on a fait le questionnaire sur notre carte interactive. Donc on vous encourage encore à continuer à faire vos déclarations parce que pour nous et pour le MFFP, c'est vraiment important pour la suite des choses. En premier, je voulais savoir aussi, est-ce que vous allez continuer à faire des suivis de contenu stomacaux en 2021? Est-ce que c'est dans vos projets? Pour l'instant, il n'y a pas de projets là, qui sont planifiés en ce sens-là. C'est certain que il y a une bonne partie des estomacs, en fait, qu'on obtient là, grâce à la collaboration là, des gens qui font le suivi de la présence en rivière. Fait que dans le fond,
la quantité d'estomac qu'on analyse est directement proportionnelle à la quantité d'estomac que l'on reçoit. Ben, c'est sûr que dans le passé, le ministère a pris en charge là, certains projets ciblés. Là, on peut penser à la Well, aux estuaires en Gaspésie. Puis, comme je l'ai indiqué, on continue nos travaux, mais pour l'instant, les travaux qui sont à venir là, à court terme là, se concentrent là, plus sur mieux comprendre les comportements, donc les déplacements et tout ça. Puis si ben, il y a lieu de croire qu'il y a des préoccupations là, liées à la prédation, ben c'est certain qu'on va reprendre. Là. Puis ben, de la même façon, si jamais on a accès à des bareillés d'un secteur, par exemple, pour qu'on n'a pas encore étudié, ben on peut toujours là, les recevoir, faire le traitement, là, puis procéder aux analyses. Là, mais pour l'instant, là, en 2021, il n'y a pas de projet menés par le ministère là, qui vont s'intéresser directement à l'alimentation. Mais on est toujours ouvert aux captures accidentelles qui aboutissent dans nos congélateurs. C'est ma prochaine question. Ça veut dire que si jamais il y avait des pêcheurs de saumon qui prenaient des prises accidentelles de bareillés, les gestionnaires là, pourraient quand même vous les acheminer pour faire les analyses de contenu de macro. Oui, puis en fait, ben, je suis peut-être moins au fait là, des arrangements là, qui sont pris là, entre le ministère puis les gestionnaires. Ça, mon collègue Maxime là, pourrait peut-être là, enrichir là, ma réponse là, à cette question-là. Mais c'est certain que je pense que ça fait de base là, partie. Là, je sais qu'il y a déjà un protocole qui leur a été remis dans les années antérieures, puis il y a sûrement moyen aussi là, de fournir là, du matériel pour l'étape de préservation, parce que de capturer et prélever, c'est une chose, mais il faut préserver les contenus ou préserver les organismes entiers, mais ça, parfois, là, ça peut être un peu plus volumineux pour les gens là, de conserver les barres au congélateur. Donc, il y a différents arrangements qu'on peut prendre. Puis oui, si les gestionnaires de rivière veulent contribuer, encore une fois, on est toujours prêt à les accueillir. Là. Je vais vous donner un exemple. Là, les bareillés de la Restigouche, ça, c'était pas prévu, mais c'est une collaboration là, qui s'est faite un peu là, comme ça, là, sur le fly, comme on dit, mais ça nous a permis là, d'obtenir une 50aine de barres, ce qui est un échantillon intéressant là, pour, si on veut bien caractériser l'alimentation, ça prend plus que 2-3 individus là, pour tirer des conclusions. Là. Fait que je pense qu'on est ouvert à toutes les collaborations. Merci beaucoup. Aussi, je voulais juste répéter parce que ça a été demandé encore, là, tous les webinaires vont être disponibles éventuellement sur notre page web, donc sur monquebec.ca. Vous allez pouvoir là, revoir l'intégrité des webinaires de cette semaine. On a une question aussi, est-ce qu'il y a des données concernant l'abondance des populations de bord, des études de capture, marquage, recapture ou des estimés génétiques? Ben pour le fleuve, en fait, des projets de type capture, marquage, recapture, sont pas adéquats de par juste la géographie là, du système là, qui est trop ouvert là, pour ce type là, de dénombrement. Donc, ben, par contre, c'est des suivis là, qui sont faits là, dans la rivière Miramichi là, par Pêche Océan Canada, région du Golfe. Donc, pour la population du sud du Golfe du Saint-Laurent, oui, il existe là, des estimations d'abondance. D'ailleurs, j'ai présenté là, une figure là, qui est tirée de ces travaux-là, là, celle où je montrais les fluctuations d'abondance pour cette population-là. Ça provient de ce type de travaux. Ils utilisent aussi là, des filets trappes et d'autres méthodes là, pour arriver à leurs estimations. Mais au fleuve, pour l'instant, il n'y a pas de suivi standardisé mis en place pour estimer l'abondance des adultes. On fait un suivi de l'abondance relative des jeunes de l'année depuis 2013. Donc, ça, c'est un segment de la population que l'on suit depuis longtemps. Mais pour les adultes, il n'y a pas encore là, de suivi standardisé qui a été mis en place ça, en raison là, des
des facteurs là, que j'ai mentionnés tout à l'heure, le système là, qui nous complique un peu la tâche. C'est grand le fleuve. Hein? Voilà. C'est effectivement. Excuse-moi, je ne veux pas te couper, c'est parce qu'on avait Maxime Guérard, le collègue Joanne Dominique, je pense qu'il voulait intervenir suite à ta question un peu plus tôt. Maxime, si tu veux ouvrir ton micro. En fait, vous devriez m'entendre présentement. Yes. Avec peut-être un petit peu moins de délai qu'hier. Je suis désolé. Ouais, comme Dominique le laissait entendre, je veux juste mettre en garde les gens qui pêchent sur les rivières avant de débarquer au poste d'accueil avec un bar rayé là, pour donner. Comme le disait Dominique, là, il y a des protocoles de conservation, puis il y a surtout des organismes qui doivent être avisés et d'accord là, dans le fond, de participer à ça. Donc, peut-être que là, il y aura une petite discussion à y avoir avec les gestionnaires de rivières là, si on veut relancer ça pour qu'ils aient en main les protocoles puis qu'ils nous garantissent qu'ils ont de l'espace pour conserver, que ce soit les estomacs ou les barres complètes, tout dépendant de ce que le pêcheur voudra laisser. Mais je voudrais juste faire cette mise en garde-là pour pas qu'il y ait des déceptions si vous arrivez au poste d'accueil avec votre bar rayé puis qu'on vous dit de quoi tu parles, je comprends pas. Là. Il va y avoir un peu de peaufinage à faire, c'est la seule petit complément d'infos que je voulais ajouter, mais on peut se parler avec vous, Alexandra, et le gestionnaire s'il y a quoi que ce soit. Là. Puis c'est ça, puis c'est pas parce qu'on peut pas ramener l'individu complet qu'on peut pas aller sur le site web après aussi puis juste déclarer la prise. Là. Donc, même si le contenu est pas tout observé et étudié, ben, le fait juste de déclarer quand même l'endroit où est-ce que ça a été pris, ça peut être super pertinent après pour les études aussi. Donc. Oui, tout à fait. Oh, vas-y, Maxime. Non, vas-y. Ah ben, vas-y. Excuse-moi, Dominique. On va chicaner. En fait, toutes les mentions sont pertinentes. Puis, tu sais, c'est vraiment de l'information qui, lorsqu'on en a beaucoup, ben là, ça nous informe. Puis c'est vraiment important. Là, c'est quand on a plus d'informations que l'on a le portrait là, le plus réaliste possible. Fait qu'effectivement, là, nous aussi, on encourage les gens à participer puis à rapporter leurs mentions, leurs observations, leurs captures. Puis par la suite, ben, si jamais il y a certaines rivières qui sont ouvertes à recueillir des spécimens pour l'alimentation, c'est un bonus, là. Mais à la base, là, si on veut vraiment comprendre les comportements là, du bar rayé, ben, c'est sa présence là, qui est surtout là, importante de rapporter. Là. Merci. Exact. Juste, si je peux me permettre un dernier point, ne pas oublier que la pêche au bar rayé n'est pas ouverte dans toutes les rivières à saumon du Québec. Là, donc, faites attention à la réglementation avant d'adopter ce comportement de conservation en disant j'ai vu la présentation du ministère, on va récolter mon bar. Il y a certains cas où c'est mieux de déclarer sur l'application de la FQSA simplement si la rétention du poisson n'est pas autorisée. C'est tout. J'arrête après Dominique, promis. Non, mais c'est un très bon complément. C'est drôle que j'apporte des éléments de saumon, puis c'est mon collègue qui apporte les précisions quant à la réglementation qui concerne le bar rayé. Là, comme quoi on se complète vraiment bien. Merci, Maxime. Donc, j'ai une autre question, plus par rapport au comportement des bars rayés. Est-ce que c'est normal pour eux de s'installer comme ça en eau douce pendant longtemps? Ben oui, en fait, le bar rayé, là, c'est une espèce là, qui vit très bien là, en eau douce, en eau saumâtre, et ben, c'est une espèce migratrice, donc elle est présente aussi en eau salée. L'hiver, par contre, elle va vraiment se concentrer dans l'eau douce parce que l'eau salée devient plus froide. Puis comme je l'ai mentionné, c'est une espèce qui n'aime pas trop les eaux froides. Là. Donc, puis ici au Québec, ben, on est vraiment au nord là, de sa distribution. Là. On a les populations là, les plus nordiques, là, donc elles sont exposées à des conditions plus rigoureuses. C'est pour ça aussi, là, ça explique aussi la mortalité qui est quand même importante là, pendant la période hivernale. Donc, mais c'est normal là, pour cette espèce-là là, d'utiliser là, le spectre de la salinité là, d'un bout à l'autre. Par contre, en hiver, ils ont vraiment besoin de se retrouver dans des endroits, dans des habitats d'eau douce là, qui sont propices à l'hivernage. Mais ce n'est pas un comportement là, inhabituel là,
d'aller vers l'eau douce. D'ailleurs, pour la reproduction, c'est également essentiel. Là. Les jeunes stades ne survivent pas très bien dans les eaux salées. Donc, ils ont besoin, là, dans les premiers jours, là, de partir de l'eau douce et de migrer graduellement là, par les eaux saumâtres et avant d'atteindre un certain développement avant de confronter l'eau salée. Là. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas nécessairement des aires de reproduction productive du bar rayé dans tous les coins là, du Québec. C'est que ça prend des conditions. C'est un stade, dans le cycle de vie du bar rayé, c'est un stade qui est très, très fragile puis qui va souvent, en fait, dicter les fluctuations d'abondance. C'est un moment critique. Donc, qui, tout comme l'hivernage, nécessite des conditions plus particulières. Puis, en fait, ça répond un petit peu à la deuxième question, là. Donc, l'hiver, en Gaspésie ou ailleurs, plus dans le fleuve. Donc, quand on parle d'eau douce, c'est vraiment la rivière ou ça peut être aussi le fleuve dans les endroits où est-ce que la salinité est moins importante? C'est une bonne question. Je suis moins familière avec cette population-là. Mais effectivement, je crois que ça peut là, être là, des secteurs du fleuve Saint-Laurent. On les voit souvent remonter là, dans les rivières, là, mais des secteurs d'eau douce du fleuve, là, je crois que ce serait. Puis, je pense que certains déplacements, c'est sûr que pendant l'hiver, on suit moins les déplacements parce que c'est une saison, surtout au fleuve, là, qui est quand même rigoureuse ici, donc qui est difficile sur l'équipement. Donc, souvent, on va faire des déploiements là, de récepteurs là, pour la télémétrie acoustique qui sont plus restreints et ciblés. La Gaspésie, c'est un secteur qu'on va étudier là, pendant l'hiver, donc où on accepte un certain déploiement, quitte à perdre de l'équipement. Fait qu'il y a certains secteurs névralgiques comme ça là, qu'on suit un peu plus là, à l'année longue, justement pour comprendre ce qui se passe l'hiver. Mais comme c'est un déploiement qui est moins important là, pendant la période d'eau libre, là, c'est jusqu'à 250 récepteurs là, qui sont déployés dans l'ensemble du système Saint-Laurent. L'hiver, c'est beaucoup plus conservateur comme déploiement. Fait que l'information est moins disponible, mais j'exclurais pas là, des portions d'eau douce du fleuve Saint-Laurent pour l'hivernage. Super, merci. Une autre question par rapport aussi à leur mode de vie. Est-ce qu'ils vont manger 12 mois par année ou comme le saumon, ils vont avoir des longues périodes de jeûne? Je pense que ça peut varier d'un secteur à l'autre. C'est une espèce qui a quand même une aire de distribution là, très vaste. Là. Ça peut partir là, du golfe là, du Mexique jusqu'au Saint-Laurent, en fait jusqu'au Labrador, là, ce qui serait le plus nordique. Mais l'hiver, en fait, surtout au Québec, l'alimentation est quasi inexistante. C'est vraiment là, une espèce qui va profiter de l'abondance du poisson fourrage et d'autres types de proies pendant la saison estivale. Fait qu'on peut penser entre la reproduction et l'hivernage, c'est vraiment là, la période qui va être mise à profit pour l'alimentation et donc la croissance. C'est certain que après l'hiver, lorsque les températures de l'eau commencent à augmenter, c'est possible qu'ils s'alimentent entre l'hivernage puis la reproduction. Là. Mais la période d'alimentation comme telle, c'est surtout la période estivale, là, puis le début de l'automne. Il y a quand même beaucoup de migration là, qui se fait là, aux autres moments de l'année. L'hiver, bon, déjà, il fait froid, ils ont des besoins moins grands, ils ne s'alimentent pas. Puis les proies sont moins disponibles aussi, là, dans plusieurs cas. Mais c'est ça, je pense que lors des grandes migrations, ils vont être moins portés à s'alimenter parce qu'il faut toujours garder en tête que la digestion, c'est quand même un processus qui est physiologiquement très exigeant aussi. Là. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène pour digérer les proies. Là. Fait qu'ils ne peuvent pas vraiment faire des longues migrations puis digérer en même temps, là, de la même façon que s'ils sont en période d'investir sur les gonades, ils vont
ils vont probablement moins s'alimenter pendant. Fait que c'est vraiment toute une question de compromis physiologique, là. Fait que pour répondre, c'est une longue réponse pour dire que c'est surtout pendant l'été. Voilà. Ben non, ben c'est bien fait, hein, comme on dit, c'est tous des cycles qui viennent ensemble, puis les processus énergétiques font en sorte que quand ils ont un besoin, ben il y en a un autre qui est mis de côté, puis ça leur assure leur survie quand même par les réserves qu'ils ont réussi à faire pendant les périodes avec plus de nourriture. En lien avec leur grosseur, justement, est-ce qu'il y a des statistiques avec l'évolution de la grosseur des bas rayés, puis est-ce qu'il y aura un lien entre le nombre qu'il y a dans l'environnement puis les grosseurs des populations? Là, grosseur des populations, on parle de nombre d'individus ou de taille d'individus? De taille, oui. De leur poids corporel, là, de la taille des barres. Il y a une évolution en termes de taille, puis est-ce que c'est lié en fait à la taille à la grosseur des populations, là? Moi, j'avoue que ça peut être un peu. OK. Ouais, et je serais prudente là, avant de faire un lien entre le nombre d'individus dans la population puis la taille de chacun d'entre eux. Mais c'est certain que entre les populations, on peut observer des différences. Donc, une population qui va avoir tendance à produire, mettons, des individus pour un âge donné qui vont être soit plus grands ou plus petits. Au fleuve, par exemple, les bars rayés ont tendance à être plus petits, donc on capture moins de très grands bars comparativement à d'autres populations. Par contre, si on compare population du sud du Golfe et celle du fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas vraiment de différence génétique entre les deux populations. J'ai vraiment plus l'impression que c'est une contribution là, des conditions environnementales là, probablement là, qui explique là, les différences entre la taille à l'âge, par exemple, là, des individus d'une population à l'autre, mais pas tant une base génétique, quoique c'est possible qu'avec des populations qui sont distinctes, là, par exemple, si on se compare avec celle des États-Unis, c'est possible qu'il y ait certaines composantes génétiques là, qui influencent ça. Puis de là à dire que, par exemple, une population où il y a plus d'individus, chacun va être plus petit, j'irais pas en ce sens-là. Puis j'ai une dernière question. Comment on peut expliquer la variation du nombre de bases d'une année à l'autre, particulièrement par rapport au pic de 2017? Oui, ça, c'est en fait, je l'ai mentionné rapidement là, dans ma présentation, c'est vraiment une caractéristique typique du bar rayé. Puis j'ai travaillé sur l'espèce aux États-Unis avant de rejoindre le ministère. Là, puis c'est la même chose là-bas. C'est vraiment une espèce pour laquelle il y a des grands cycles de fluctuation. Fait que je ne dis pas nécessairement toujours d'une année à l'autre, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas ça que je dis, mais c'est quand même une espèce où il est fréquent de voir des augmentations, puis ensuite un déclin. Là, c'est beaucoup associé à la fragilité là, des jeunes stades là, à laquelle là, je faisais référence tout à l'heure. Mais c'est certain que c'est une espèce aussi qui dans d'autres secteurs, subit une pression de pêche importante. Fait que ça l'influence aussi là, la productivité des stocks. Là. Si on a un prélèvement important, c'est plus difficile pour un stock de se maintenir ou de se rétablir. Là. Mais outre la vulnérabilité des premiers stades de vie, là, c'est difficile d'expliquer ces grands cycles de variation-là. J'ai l'impression que c'est vraiment tributaire de différents facteurs qui vont agir là, de façon, je ne veux pas dire additive, là, mais synergique un peu, là, puis qui vont faire qu'à un moment donné, puis il y a beaucoup aussi, c'est un prédateur important, c'est quand même une espèce qui se retrouve souvent au sommet des chaînes alimentaires. Donc, c'est une espèce qui
qui a une influence sur la chaîne alimentaire, mais qui va aussi être tributaire de l'abondance des proies puis des autres maillons là, dans la chaîne. Fait que je pense que c'est vraiment tout ça mis ensemble là, qui explique là, les grandes fluctuations que les différentes populations ont au fil des années. J'ai des questions qui se sont rajoutées, puis là, on a encore un petit peu de temps, fait que je pense que je vais les poser vite. Par rapport à ce que tu viens de dire, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait de la pêche commerciale, en fait, qui existait par rapport au bar rayé. Dans quel secteur? Au Québec? En général. Au Québec, en général, oui. C'est une espèce qui est vraiment prisée. Aux États-Unis, il y a une pêche commerciale importante. Au Canada, il y a une pêche expérimentale autochtone là, qui a cours depuis 2018 dans la rivière Miramichi, mais vraiment, les prélèvements sont conservateurs. Les quotas ne sont pas atteints. En fait, n'ont jamais été atteints depuis l'ouverture de la pêche expérimentale. Souvent, peut-être pour apporter une précision, là, une pêche expérimentale, c'est un permis qui va être octroyé vraiment sur une base qui est à plus court terme là, pour tester en fait si la population peut soutenir une exploitation de plus grande envergure, donc de type commercial, mais c'est souvent des pêcheries vraiment qui servent à tester là, la durabilité de l'activité, puis l'impact que l'activité peut avoir sur le stock. Fait que c'est pas nécessairement des permis qui vont ensuite être convertis en permis commerciaux là, réguliers, mais de mémoire, au Canada, c'est la seule pêcherie, je me dis commerciale entre guillemets parce qu'on parle d'une pêche expérimentale là, qui est pas vouée à être une activité à long terme là. Donc, mais par contre, c'est ça, comme je le mentionnais, là, aux États-Unis, c'est vraiment une industrie qui est très importante et pour laquelle la pêche sportive est également une industrie qui est très importante. Puis là, on commence à le voir chez nous, là, il y a vraiment un engouement pour l'activité. Par des Américains ou par des Québécois? Ben, les Québécois, là, vraiment, là, en Gaspésie, là, l'activité a été bien reçue, puis maintenant, elle attire beaucoup de visiteurs. Donc, il y a des gens qui, oui, il y a les gens de la Gaspésie qui en profitent, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent maintenant en Gaspésie pour pratiquer cette pêche-là. Puis, justement, Gaspésie, c'est quand même particulier parce que c'est un endroit où les gens peuvent aller pratiquer la pêche au saumon. Puis, entre deux périodes ou dans un autre moment de la journée, ben, aller sur les plages puis faire pratiquer la pêche au bar rayé. C'est vraiment une offre récréative là, ben, singulière puis très intéressante, là, très attrayante là, pour les gens qui aiment taquiner le poisson. Là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent avoir deux pêches aussi prisées dans un petit territoire. Là, fait que, puis, donc voilà, mais oui, là, la pêche au bar rayé là, sur tous les fronts, c'est très populaire. Mais le volet commercial chez nous n'est pas développé parce que justement, nos populations n'ont pas les niveaux d'abondance qui le permettent. Là. Si on veut protéger, ben, avoir des exploitations durables, ben, il faut vraiment être prudent, puis y aller là, dans la mesure de ce que les populations peuvent supporter à long terme, puis on est loin d'être rendu là au Québec. Là. Super, c'est vraiment intéressant. On a une dernière question là, par rapport au changement climatique. Est-ce que vous pensez que ça va être quoi l'impact du réchauffement par rapport à l'aire de répartition, puis par rapport aux populations en fait en général du bar au Québec? C'est une bonne c'est une bonne question parce que c'est certain que ben, malheureusement, souvent on est moins dans l'avenir, tu sais, quand on gère une espèce, là, puis je ne parle pas nécessairement du bar rayé en particulier, mais
souvent, on va être dans le quotidien ou on va se fier à l'histoire récente, mais c'est rare qu'on se projette très loin puis qu'on essaie de voir venir. C'est une question très intéressante, là. Ça nous force à y réfléchir. Et je pense que dans une certaine mesure, considérant qu'on se retrouve au nord là, de l'aire de répartition de l'espèce, peut-être qu'à moyen terme, en tout cas, les effets pourraient être un peu moins importants que dans d'autres secteurs, là. Je pense que les populations au sud vont probablement en souffrir plus tôt. Parce que, bon, je l'ai mentionné, là, le bareillier, il préfère les eaux un peu plus chaudes. Par contre, sa limite de tolérance peut être rapidement atteinte, là. Puis il y a d'autres secteurs où il y a les changements climatiques, en fait, n'ont pas juste comme conséquence l'augmentation de la température de l'eau, mais aussi de développer des zones où, justement, pendant que l'eau est chaude en surface, ben, en profondeur, il y a peu d'oxygène disponible. Là. Il y a des zones hypoxiques qui vont se créer. Donc, c'est certain que là, il peut y avoir là, un compromis là, pour le poisson. Donc, est-ce que je me... Parce que les zones qui sont plus fraîches, qui pourraient être des refuges thermiques, où le poisson pourrait aller se réfugier, ben, ils n'ont pas assez d'oxygène pour supporter. Fait que là, ils se retrouvent un peu coincés dans un habitat qui n'est pas optimal. Donc, la récurrence, la fréquence ou la durée de ces épisodes-là dans d'autres écosystèmes là, peuvent vraiment là, représenter là, des stresseurs à long terme. Puis justement, si c'est des phénomènes qui durent de plus en plus longtemps, ben là, ça peut vraiment compromettre d'autres populations. Mais j'ai l'impression que dans notre latitude, là, on est peut-être un peu préservé à moyen terme là, de ce type là, de scénario là, de compromis là, ou de stress, quoique le golfe du Saint-Laurent est reconnu pour développer là, des secteurs d'hypoxie également. Fait que on n'est pas à l'abri de ça. Là, j'essaie de penser, est-ce que, outre la température et l'oxygène, il y a d'autres facteurs en lien avec les changements climatiques là, qui seraient importants de considérer? Là, vite comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. C'est souvent la température, c'est vraiment le facteur environnemental qu'on associe le plus au changement climatique. Là. Mais c'est une très intéressante question. Il faudrait commencer à y penser. Oui, effectivement. Ça fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y avait des mains levées. D'après moi, les gens ont pas mal interagi dans le... Effectivement, pardon, on n'a pas de main levée. Donc, ça ferait pas mal le tour des questions pour aujourd'hui. Dominique, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'est une présentation qui était très intéressante. Je pense que ça a répondu à bien des questions de pêcheurs de saumon un peu qui s'interrogent sur le bar rayé. Alors, merci encore une fois à toi et à Maxime d'avoir été présent aujourd'hui. Maxime qui a apporté des éléments de précision là, dans les réponses. Pour les gens qui ne sont pas inscrits pour les prochaines journées, ben demain, on a la présentation de Raphaël sur la pêche en eau chaude. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, ben, je vous invite à le faire via notre page Saumon Québec. Et sinon, ben, on se dit à demain à 10h. Merci, bonne journée tout le monde. Merci, bye.